Je ne veux pas manger ça, s'il vous plaît. La voix de Leonardo, âgé de seulement 5 ans, résonnait dans la cuisine luxueuse alors qu'il repoussait l'assiette de nourriture avariée. À ses côtés, sa sœur jumelle Isabella pleurait doucement, tenant son ventre vide. La femme en face d'eux souriait avec cruauté, ses yeux brillant d'une satisfaction troublante. « Vous allez tout manger ou vous resterez encore sans dîner », dit Valentina, la nouvelle épouse de Ricardo Mendes, repoussant l'assiette vers les enfants. La nourriture était clairement moisie, avec une odeur aigre qui faisait frissonner les petits de dégoût. « Votre père n'a pas besoin de savoir que vous êtes si difficile à nourrir. » Ricardo était parti pour un autre voyage d'affaires il y a 3 jours, laissant ses enfants jumeaux aux soins de la femme qu'il croyait être un ange envoyé par Dieu. Après 2 ans de veuvage, il pensait l'avoir trouvé en l'élégante Valentina non seulement une nouvelle chance en amour, mais aussi une mère attentionnée pour Leonardo et Isabella. Comme il se trompait. Le manoir de 2 millions de dollars, situé dans le quartier le plus exclusif de la ville, cachait des secrets horribles derrière ses murs de marbre italien. Ce qui semblait être un foyer parfait pour une famille recomposée s'était transformé en une prison silencieuse pour 2 enfants innocents. Valentina observait avec un plaisir sadique Leonardo essayer d'avaler une cuillerée de nourriture détériorée. Le garçon vomit immédiatement sur le sol, provoquant des rires étouffés de la femme. Isabella, terrifiée, tenait la main de son frère tandis que des larmes coulaient sur ses joues maigres. « Nettoyez ce désordre », ordonna Valentina, jetant des chiffons sales sur le sol. « Et ensuite, montez dans votre chambre. Pas de bain aujourd'hui non plus. » Les enfants obéirent en silence, leurs mouvements lents révélant la faiblesse causée par la malnutrition constante. Ces derniers mois, depuis que Ricardo avait commencé à voyager plus fréquemment pour développer ses affaires, Valentina avait progressivement montré son vrai visage. D'abord, de petites cruautés, nourriture froide, bains glacés, cris pour le moindre mouvement bruyant. Puis vinrent les humiliations, dormir par terre, porter des vêtements sales pendant des jours, ne manger que des restes avariés. Et enfin, la violence physique qui laissait des marques soigneusement cachées sous les vêtements. Leonardo et Isabella montèrent les escaliers du manoir comme 2 fantômes. Leurs petits pieds nus faisaient peu de bruit sur le marbre froid. Le contraste était saisissant, une maison valant une fortune habitée par des enfants semblant des mendiants. Dans la chambre autrefois décorée de jouets coûteux et de vêtements de marque, il ne restait maintenant que 2 matelas par terre et quelques vêtements déchirés. Valentina avait discrètement vendu tous les biens des enfants, prétextant à Ricardo au téléphone qu'ils avaient trop grandi pour ces objets. « Isabella » murmura Leonardo, serrant sa sœur sur le matelas moisi. « Quand papa va-t-il revenir ?»« Je ne sais pas, » répondit la fillette, sa voix faible à cause de la déshydratation. « Mais quand il reviendra, on va tout lui raconter, n'est-ce pas ?» Leonardo hésita. La semaine précédente, lorsqu'il avait essayé de parler au père au téléphone des mauvais traitements, Valentina était à côté, feignant l'affection tout en faisant des gestes menaçants. Après l'appel, elle avait enfermé le garçon au sous-sol pendant 6 heures dans l'obscurité totale. « Il ne va pas me croire », murmura Leonardo. « Elle fait toujours semblant d'être gentille quand il est là. » C'était vrai. Valentina était une actrice accomplie. En présence de Ricardo, elle se transformait en belle-mère parfaite, affectueuse, attentionnée, parlant toujours de l'amour qu'elle portait aux enfants. Elle avait étudié chaque détail de sa personnalité, savait exactement quelles paroles utiliser, quels gestes faire, comment conquérir sa confiance absolue. Mais Ricardo n'imaginait pas qu'à quelques kilomètres de là, dans son jet privé, une découverte était sur le point de tout changer. Sa réunion d'affaires s'était terminée plus tôt, et il avait décidé de surprendre sa famille en revenant cette même nuit. Alors que les enfants essayaient de dormir blottis sur le sol froid, sans savoir que de l'aide arrivait, Valentina descendit au bureau de Ricardo. Là, elle ouvrit un coffre dont elle avait mémorisé les chiffres en observant discrètement son mari. À l'intérieur, il y avait des bijoux, des documents importants et de l'argent liquide. Elle sourit en comptant les billets. Son plan fonctionnait parfaitement. Bientôt, elle aurait un accès total à la fortune de Ricardo, et les enfants. Eh bien, il ne serait bientôt plus un problème. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir comment elle continue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage passionnant. Valentina rangea l'argent dans un sac spécial caché dans son dressing, à côté d'autres objets que Ricardo n'avait jamais vus. Passeports avec des noms différents, certificats falsifiés, photographies d'hommes riches qu'elle avait déjà rencontrés. Chaque document racontait une histoire de manipulation et de tromperie soigneusement planifiée. Son vrai nom n'était pas Valentina Santos, mais Carmen Rodriguez. Pendant les 15 dernières années, elle avait perfectionné l'art de séduire les hommes veufs et riches, suivant toujours le même schéma. Apparaître au moment opportun, offrir exactement ce dont ils avaient besoin, se marier rapidement puis détruire leur famille de l'intérieur. Ricardo avait été sa 5e victime.
La première avait été un entrepreneur argentin dont les deux jeunes enfants avaient tellement souffert qu'ils avaient fini par être internés dans une clinique psychiatrique. La deuxième, un Italien qui avait découvert ses stratagèmes et avait failli la livrer à la police, mais mourut dans un accident de voiture avant de pouvoir témoigner. Les autres cas suivirent des schémas similaires. Enfants traumatisés, fortune pillée, famille brisée. Mais Ricardo représentait son plus grand prix. En plus des millions investis dans l'immobilier et les placements, il possédait une vulnérabilité qu'elle exploitait avec maîtrise, la culpabilité d'un père absent. Plus il travaillait pour assurer la sécurité financière de ses enfants, plus il laissait Valentina seule avec eux. Tout en organisant ses faux documents, elle se souvint de la façon dont elle avait rencontré Ricardo. Ce n'était pas un hasard. Elle avait étudié sa routine pendant des mois, découvrant qu'il fréquentait toujours le même café après ses consultations chez le psychologue. Encore endeuillé par la mort de son épouse, il était une cible parfaite. La « rencontre fortuite » avait été mise en scène dans les moindres détails. Valentina fit tomber intentionnellement ses livres de psychologie de l'enfant juste devant lui, s'assurant que Ricardo voit les titres et l'associe à quelqu'un capable de comprendre ses difficultés en tant que père célibataire. « Désolée, quelle maladroite !» avait-elle dit avec un sourire timide, sachant que les hommes comme Ricardo préféraient les femmes semblant fragiles et nécessitant protection. Cela fonctionna parfaitement. Pendant les mois suivants de fréquentation, Valentina étudia chaque réaction de Leonardo et Isabella, apprenant leur routine, peurs et préférences. Elle savait que pour conquérir complètement Ricardo, elle devait d'abord gagner la confiance de ses enfants. Les enfants résistèrent d'abord, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Mais Valentina était patiente. Elle apporta des cadeaux coûteux, organisa des sorties spéciales, feignit un intérêt sincère pour leur jeu. Peu à peu, elle constata qu'elle gagnait la confiance des enfants. Le mariage fut une célébration grandiose, mais Valentina planifiait déjà secrètement la phase suivante. Elle commença à suggérer subtilement que Ricardo devait voyager davantage, développer ses affaires, garantir l'avenir des enfants. « Ne t'inquiète pas pour Leonardo et Isabella, » disait-elle toujours. « Je m'occuperai d'eux comme s'ils étaient mes propres enfants. » Et elle s'en occupa, à sa manière perverse. La transformation fut progressive. D'abord, de petits changements dans la routine. Nourriture plus simple quand Ricardo n'était pas là, moins de temps de jeu, horaire plus strict. Les enfants se plaignirent au début, mais Valentina expliqua que c'était pour leur bien. Puis vinrent les punitions pour des comportements totalement normaux. Leonardo reçut des cris pour avoir renversé du jus. Isabella fut enfermée dans sa chambre pour avoir ri trop fort. Valentina justifiait tout comme discipline nécessaire, quand Ricardo s'enquérait par téléphone du comportement plus calme de ses enfants. Ils grandissent, deviennent plus mûrs, mentait-elle parfaitement. L'isolement des enfants s'intensifia. Valentina annula les activités extrascolaires, éloigna les amis, renvoya les employés de maison qui pourraient témoigner de ses actes. Peu à peu, le manoir devint une prison dont elle seule détenait les clés. La violence physique commença au 3e mois de mariage. Une gifle à Isabella pour avoir demandé pourquoi elle ne pouvait pas appeler son père. Une autre à Leonardo pour avoir essayé de cacher de la nourriture à sa sœur. Valentina veillait toujours à ce que les marques restent cachées, dans des endroits que Ricardo ne verrait jamais. Mais il y avait quelque chose de encore plus sinistre dans ses méthodes. Elle enregistrait secrètement les enfants en train de pleurer et de supplier, gardant les vidéos comme des trophées de ses cruautés. La nuit, elle revoyait les images avec un plaisir troublant, planifiant de nouvelles formes de torture psychologique. Leonardo et Isabella n'étaient pas seulement des victimes pour Valentina. Ils étaient des expériences. Elle testait jusqu'où elle pouvait les pousser avant qu'ils ne s'effondrent complètement. Chaque larme, chaque supplication nourrissait quelque chose de malade en elle. Son plan final était presque prêt. Dans 2 semaines, Ricardo signerait les documents qu'elle avait préparés, transférant une partie importante de ses biens à son nom. Après cela, un accident tragique pourrait arriver aux enfants. Peut-être une intoxication alimentaire fatale. Ou une chute accidentelle dans l'escalier. Ricardo serait dévasté, mais elle serait là pour le consoler. Et quand lui aussi ne serait plus nécessaire. Valentina sourit froidement en rangeant les documents. Demain ne serait qu'un autre jour de torture pour Leonardo et Isabella. Ils n'avaient aucune idée que le temps était compté. Mais à cet instant précis, à seulement 20 minutes de là, Ricardo descendait de son jet privé avec une expression déterminée sur le visage. Ricardo gara la voiture en silence dans le garage, décidant de ne pas appeler pour prévenir de son arrivée anticipée. Il voulait surprendre Valentina et les enfants. Il avait acheté des cadeaux spéciaux lors de son voyage, des figurines de collection qu'il savait que Leonardo et Isabella adoreraient. Mais quelque chose le dérangeait tout au long du vol de retour. Lors des derniers appels,
Les voix des enfants semblaient différentes. Plus basses, hésitantes, comme s'ils avaient peur de parler librement. Lorsqu'il interrogea Valentina à ce sujet, elle avait toujours des explications toutes prêtes. Ils sont fatigués de l'école. Ils traversent une phase timide. Ils ont tellement grandi qu'ils sont devenus plus sérieux. En entrant par la porte latérale du manoir, Ricardo remarqua immédiatement le silence étrange. Normalement, même tard dans la nuit, il pouvait entendre des bruits des enfants jouant ou discutant. La maison semblait morte. L'odeur fut la première chose qui l'alerte. Une odeur aigre de nourriture avariée mêlée à quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Sa maison avait toujours été impeccable, avec des employés maintenant tout parfaitement propres et organisés. « Où sont tous les employés ?» murmura-t-il pour lui-même, remarquant l'absence de l'équipe domestique qui travaillait habituellement tard. Ricardo monta silencieusement les escaliers en direction de la chambre des enfants. Le couloir était sombre, et il put entendre des murmures faibles venant du bout du corridor. Ses enfants étaient éveillés, mais leur voix semblait étrange, faible. En s'approchant de la porte entr'ouverte, Ricardo s'arrêta complètement. La chambre qu'il avait décorée avec soin était méconnaissable. Le papier peint pour enfants avait été arraché à plusieurs endroits, les meubles coûteux avaient disparu, et sur le sol il n'y avait plus que 2 vieux matelas sales. « Isabella, je crois avoir entendu un bruit », chuchota Leonardo. « Ce doit être elle qui vient nous vérifier encore une fois », répondit la fillette avec une voix pleine de terreur. Ricardo sentit son cœur s'arrêter. Elle? Les enfants parlaient de Valentina avec peur. Il poussa doucement la porte et ce qu'il vit le laissa sans souffle. Leonardo et Isabella étaient blottis au sol, portant des vêtements déchirés et sales qu'ils n'avaient jamais vus. Ils étaient visiblement plus maigres, avec de profondes cernes et des cheveux en désordre. Leonardo avait une marque violette sur le bras, tandis qu'Isabella tenait son ventre vide. « Papa !» Leonardo se retourna et ses yeux se remplirent de larmes. « Papa, tu es revenu. » Les enfants coururent vers lui avec une urgence désespérée, comme s'il était leur dernier salut. Ricardo les serra dans ses bras, sentant leur corps fragile et tremblant. Isabella était si légère qu'elle semblait pouvoir se briser dans ses bras. « Que vous est-il arrivé ?» demanda-t-il, la voix étranglée, examinant l'état déplorable de ses enfants. « Elle a dit que tu ne nous aimais plus, » pleura Isabella. « Elle a dit que c'est pour ça que tu n'appelais pas et ne rentrais pas à la maison. Elle nous a fait manger de la nourriture avariée, papa, » murmura Leonardo en regardant la porte avec peur. « Et quand nous nous sommes plaints, nous n'avons rien mangé pendant 2 jours. » Ricardo sentit une colère monter en lui comme il n'avait jamais connu. Chaque mot des enfants était comme un coup de poignard dans son cœur. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué les signes? Où est-elle maintenant? demanda-t-il, essayant de contrôler sa voix pour ne pas effrayer davantage les enfants. En bas, dans ton bureau, répondit Leonardo. Elle y va toujours la nuit et touche à tes affaires. Ricardo embrassa le front de ses enfants et les rassura. Vous allez aller bien maintenant. Papa est là et plus rien de mal ne va vous arriver. Il descendit silencieusement les escaliers, son esprit fonctionnant rapidement. Il avait besoin de preuves de ce que Valentina avait fait. Il ne suffisait pas de la chasser de la maison, elle devait payer légalement pour ses crimes. En s'approchant du bureau, Ricardo entendit Valentina parler au téléphone en espagnol, une langue qu'elle n'avait jamais mentionné savoir parler. Caché derrière la porte, il commença à enregistrer la conversation avec son téléphone. « Oui, tout se passe comme prévu, » disait-elle. « L'idiot signe les documents la semaine prochaine. Après cela, un petit accident avec les enfants résoudra notre problème définitivement. » Ricardo sentit son sang se glacer. Elle prévoyait de tuer Leonardo et Isabella. Ce ne sera pas différent des autres cas. Les hommes riches et veufs sont toujours les plus faciles à manipuler. Celui-ci me rapportera le plus de profit de tous. La conversation continua encore 10 minutes, révélant des détails sur d'autres maris qu'elle avait trompés, des enfants qu'elle avait torturés, des fortunes qu'elle avait volées. Ricardo enregistra tout, les mains tremblantes de colère contenue. Lorsque Valentina raccrocha enfin, Ricardo observa à travers la fente de la porte tandis qu'elle ouvrait son coffre personnel. De l'intérieur, elle sortit des documents avec de faux noms, des passeports de différents pays et des liasses d'argent qu'il reconnut comme provenant du coffre de sa maison. Mais ce qu'elle fit ensuite le choqua réellement. Valentina prit un classeur et l'ouvrit, révélant des photographies des enfants dans des situations humiliantes. Il y avait aussi un carnet où elle avait noté en détail chaque torture appliquée, comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. « Demain sera le dernier jour de ces petits monstres », murmura-t-elle seule, passant le doigt sur une photo de Leonardo en train de pleurer. Ricardo en avait vu assez. Silencieusement, il remonta et serra à nouveau ses enfants dans ses bras. Mais cette fois,
Son étreinte avait un autre but. Ce n'était pas seulement du réconfort, c'était une protection totale. « Leonardo, Isabella, dit-il doucement. Papa va s'occuper de tout. Mais j'ai besoin que vous soyez très courageux et que vous m'aidiez pour quelque chose d'important. » Cette nuit-là, tandis que Valentina dormait en croyant que son plan était parfait, Ricardo commença à organiser le plus grand piège de sa vie. Le lendemain matin, Ricardo se réveilla tôt et mit son plan à exécution. Il avait passé toute la nuit à passer des appels discrets à des avocats, détectives privés et autorités qu'il connaissait grâce à ses affaires. Chaque pièce de son piège était soigneusement positionnée. Les enfants reçurent des instructions claires. Agir normalement en présence de Valentina, mais utiliser des codes spéciaux s'ils avaient besoin d'aide immédiate. Ricardo installa discrètement de minuscules caméras dans plusieurs pièces de la maison, garantissant que chaque action de Valentina serait enregistrée en haute définition. « Bonjour, mon amour », dit Valentina en descendant pour le petit déjeuner avec son masque de femme parfaite. « Je pensais que tu ne reviendrais que demain. » « La réunion s'est terminée plus tôt, » répondit calmement Ricardo, observant chaque micro-expression sur son visage. « La famille me manquait. » Leonardo et Isabella entrèrent dans la cuisine en marchant lentement, clairement effrayés. Valentina changea immédiatement sa posture corporelle, feignant l'affection maternelle que Ricardo savait maintenant être complètement fausse. « Venez, mes petits anges, le petit déjeuner est prêt, » dit-elle d'une voix douce qui fit nauser à Ricardo. Pendant le petit déjeuner, Ricardo observa attentivement la dynamique. Les enfants mangeaient en silence absolu, évitant tout mouvement brusque. Quand Leonardo fit tomber accidentellement une goutte de lait sur la table, Isabella attrapa immédiatement une serviette pour nettoyer, tous deux regardant nerveusement Valentina. « Quels enfants bien élevés !» commenta Ricardo volontairement. « Ils semblent différents. »« Ils ont beaucoup mûri pendant ton absence, » répondit rapidement Valentina. « Nous avons eu quelques conversations importantes sur la discipline et le respect. » Le premier test de Ricardo vint lorsqu'il annonça qu'il devait sortir quelques heures pour régler des affaires au bureau. Valentina eut du mal à cacher l'éclat malicieux dans ses yeux en entendant qu'elle resterait seule avec les enfants à nouveau. « Ne t'inquiète pas, mon cher. Je vais bien m'occuper d'eux, » dit-elle, planifiant déjà mentalement les punitions qu'elle appliquerait pour tout comportement jugé inapproprié pendant le petit déjeuner. Ricardo quitta la maison, mais ne se rendit pas au bureau. Il conduisit plutôt jusqu'à une camionnette garée à 2 pâtés de maison du manoir, où une équipe de détectives privés surveillait toutes les caméras qu'il avait installées. À ses côtés se trouvait le procureur Daniel Soares, un vieil ami qui avait accepté de suivre l'opération en personne. « Les images arrivent en temps réel », expliqua le détective Marcus. « Toute preuve d'abus sera documentée avec précision légale. » À l'écran, ils virent Valentina se transformer instantanément dès que Ricardo quitta la maison. Son sourire doux disparut, remplacé par une expression froide et calculatrice. « Vous 2 petites pestes avez gâché mon petit déjeuner, » dit-elle à Leonardo et Isabella. « Maintenant, vous allez payer pour ça. » Ce qui suivit fut une démonstration complète de la cruauté systématique de Valentina. Elle força les enfants à nettoyer le sol de la cuisine avec leurs propres vêtements, criant des insultes dégradantes qui faisaient pleurer Leonardo et Isabella en silence. « Votre père ne vous aime pas, » disait-elle avec plaisir pervers. « C'est pour ça qu'il voyage autant. Vous êtes un fardeau, une erreur qu'il aimerait pouvoir effacer. » Les caméras capturèrent chaque mot, chaque geste agressif, chaque moment de terreur des enfants. Le procureur Daniel prenait des notes furieusement, imaginant déjà comment utiliser ces preuves au tribunal. Mais la véritable révélation survint lorsque Valentina monta dans le bureau de Ricardo, croyant être complètement seule. Elle ouvrit le coffre secret et commença à organiser les faux documents, parlant seule de ses plans. « Encore quelques jours et j'aurai un accès complet à son argent, » murmura-t-elle en comptant des liasses de billets volés. « Après que les enfants subiront leur accident, il sera tellement dévasté qu'il signera tout ce que je mettrai devant lui. » Elle ouvrit ensuite un tiroir secret que Ricardo ne savait même pas exister. De l'intérieur, elle sortit de petits flacons contenant des substances ressemblant à des poisons, ainsi que des seringues et d'autres instruments clairement non destinés à un usage médical légitime. « L'antigel dans le jus a parfaitement fonctionné avec les enfants de l'Italien, » dit-elle pour elle-même, examinant l'un des flacons. « Cela ressemble à une mort naturelle, aucune suspicion. » Le procureur Daniel pâlit en entendant cela. « Elle est en train d'avouer des meurtres antérieurs, » murmura-t-il. « Nous avons suffisamment de preuves pour une enquête internationale. » Mais Ricardo n'avait pas fini. La deuxième phase de son plan impliqua un appel à Valentina, feignant s'inquiéter d'un problème dans ses affaires qui nécessiterait son absence pendant 2 semaines supplémentaires. « Tu peux t'occuper seul des enfants un peu plus longtemps ?» demanda-t-il, connaissant exactement sa réaction. « Bien sûr, mon amour. »
En fait, cela peut être bénéfique pour nous tous, répondit Valentina, peinant à contenir l'excitation dans sa voix. Après l'avoir raccroché, elle commença immédiatement à accélérer ses plans. Les caméras capturèrent le moment exact où elle prépara un mélange létal dans 2 verres de jus, prévoyant de l'administrer aux enfants cet après-midi même. Aujourd'hui, vous allez avoir une boisson spéciale, dit-elle à Leonardo et Isabella, portant les verres empoisonnés sur un plateau décoratif. C'était le moment que Ricardo attendait. Les portes du manoir s'ouvrirent simultanément et des agents de la police fédérale entrèrent par toutes les issues possibles. Valentina resta paralysée au milieu de la pièce, tenant encore le plateau avec les Juletto. Valentina Santos, ou devrais-je dire Carmen Rodriguez, dit le procureur Daniel en entrant juste derrière les agents. Vous êtes arrêté pour tentative de meurtre, maltraitance infantile, fraude et suspicion de multiples assassinats. Le flacon contenant le poison tomba de ses mains, se brisant sur le sol en marbre du manoir. Son masque d'innocence était enfin tombé pour toujours, et cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. 6 mois après l'arrestation de Valentina, Ricardo observait Leonardo et Isabella jouer dans le jardin du manoir rénové. Le thérapeute familial avait expliqué que la récupération serait un processus long, mais les progrès des enfants dépassaient toutes les attentes médicales. Le procès de Carmen Rodriguez était devenu l'une des affaires criminelles les plus commentées du pays. Les preuves recueillies par Ricardo étaient si complètes que la défense n'avait pratiquement rien pu contester. Le procureur Daniel présenta un dossier solide révélant un réseau international de crimes contre des familles vulnérables. Pendant le procès, on découvrit que Carmen avait utilisé au moins 12 identités fausses au cours de 15 ans. 3 hommes avaient été retrouvés morts dans des circonstances suspectes après s'être mariés avec elle. 17 enfants de différents pays témoignèrent des abus subis. Le tribunal international des crimes organisés prit en charge l'affaire, garantissant qu'elle ne sortirait jamais de prison. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, expliqua Daniel à Ricardo après le verdict final. De plus, elle fera l'objet d'une enquête pour des homicides dans 4 pays différents. Mais la véritable victoire de Ricardo ne résidait pas dans la punition de Carmen. Elle se trouvait dans la transformation qu'il voyait chaque jour chez ses enfants. Leonardo avait recommencé à sourire spontanément. Ses nuits de cauchemar avaient fortement diminué depuis qu'il avait compris que Carmen ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Le garçon développa également une passion pour la cuisine, aidant Ricardo à préparer des repas nutritifs qui symbolisaient l'attention véritable qu'il n'avait jamais reçue de sa belle-mère. Isabella montrait une résilience émotionnelle impressionnante. La fillette commença à suivre des cours d'art-thérapie et ses peintures colorées décoraient désormais les murs de la maison, remplaçant les sombres souvenirs du passé. Elle devint également extrêmement protectrice envers les autres enfants, développant une profonde empathie pour toute personne en situation de vulnérabilité. Ricardo avait apporté des changements drastiques à sa vie professionnelle. Il réduisit considérablement ses voyages d'affaires, délégua davantage de responsabilités à son équipe et établit un emploi du temps strict pour être présent dans la vie de ses enfants. Chaque repas en famille devint un moment sacré de connexion et de conversation. « Papa », dit Leonardo un après-midi pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble. « Penses-tu que nous pourrons complètement oublier ce qui s'est passé ?» Ricardo s'arrêta de couper les légumes et regarda son fils droit dans les yeux. « Il ne s'agit pas d'oublier, mon fils. Il s'agit de ne pas laisser ces mauvais moments définir qui vous êtes aujourd'hui. » La réponse démontrait la sagesse que Ricardo avait acquise au cours de mois de thérapie familiale. Le psychologue, Dr. Martinez, leur avait enseigné à tous que le traumatisme, s'il est correctement traité, peut se transformer en force et en compassion. Isabella entra dans la cuisine avec une nouvelle peinture. « Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui en thérapie », dit-elle fièrement, montrant un dessin de 3 personnages souriants, main dans la main, sous un soleil brillant. « C'est nous 3, expliqua-t-elle. La thérapeute a dit que quand nous dessinons notre famille heureuse, nous montrons à notre cerveau comment nous voulons nous sentir. » Ricardo prit sa fille dans ses bras, admirant comment une enfant de 5 ans pouvait exprimer des concepts si profonds à travers l'art. Le processus de guérison fonctionnait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Pendant les week-ends, la famille développa de nouveaux rituels. Promenade au parc où les enfants pouvaient courir librement, visite de bibliothèque où ils choisissaient des livres ensemble, après-midi cinéma à la maison avec du pop-corn fait maison. Chaque activité était planifiée pour reconstruire la confiance et créer des souvenirs positifs. Ricardo établit également un fonds de protection de l'enfance en mémoire de sa première épouse. Le projet aidait les familles à identifier les signes de maltraitance domestique et offrait des ressources juridiques gratuites pour des situations similaires à celles qu'ils avaient vécues. Leonardo et Isabella participaient aux campagnes de sensibilisation, transformant leur expérience traumatique en outil de protection pour d'autres enfants.
Nous voulons que d'autres enfants sachent qu'ils peuvent demander de l'aide, dit Isabella lors d'une interview pour la campagne, et que leurs parents croiront toujours en eux. La force des enfants inspirait Ricardo chaque jour. Ils avaient traversé l'expérience la plus terrible qu'un enfant puisse subir, mais ils avaient choisi d'utiliser cette douleur pour aider les autres. C'était une leçon de résilience qu'ils garderaient pour toujours. 1 an après le procès, Ricardo reçut une lettre en prison. Carmen tentait une nouvelle manipulation, prétendant être repentante et demandant pardon. Il déchira la lettre sans finir de la lire. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance, surtout lorsque leurs actes ont failli détruire 2 vies innocentes. Cette nuit-là, tandis qu'il mettait Leonardo et Isabella au lit, Ricardo réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. La chambre des enfants était désormais décorée de couleurs vives, de nouveaux jouets, et surtout, de photos de moments heureux de la famille reconstruite. « Papa » chuchota Leonardo avant de s'endormir. « Merci de nous avoir sauvés. »« Vous vous êtes sauvés en étant assez courageux pour tenir jusqu'à ce que j'arrive » répondit Ricardo en embrassant le front de son fils. La véritable victoire ne fut pas l'emprisonnement de Carmen Rodriguez. Ce fut la preuve que l'amour véritable, la patience et la détermination peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Leonardo et Isabella n'étaient plus les enfants terrifiés qu'il avait trouvés dans cette chambre sombre. Ils étaient des survivants devenus les guerriers de leur propre bonheur. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez en l'importance de protéger nos enfants, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec ceux qui valorisent également la sécurité familiale.